Aujourd'hui, je vous propose une présentation rapide de l'œuvre Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. Mais avant toute chose, on va débuter par une présentation de l'auteur. Jean-Luc Lagarce est né en 1957, il mène des études de philosophie à l'université de Besançon et va créer en 1977 une compagnie qui s'appelle le Théâtre de la Roulotte. Il devient à la fois comédien, metteur en scène et auteur. En 1980, sa pièce Voyage de Madame Knipper vers la Prusse orientale est acceptée par la Comédie Française pour être jouée au Petit Odéon. En 1984, Jean-Luc Lagarce déménage à Paris et il apprend en 1988 qu'il est séropositif. Je me permets de préciser que je suis allée très rapidement sur sa production théâtrale, parce qu'on peut quand même considérer qu'elle est extrêmement riche, tant en tant qu'écrivain, bien sûr, donc pour sa production théâtrale, mais aussi sur son rôle de metteur en scène. Il a mis en scène de nombreuses pièces sur lesquelles je ne me suis pas arrêtée, parce que nous, l'essentiel, c'est d'étudier juste la fin du monde. En 1990, il est lauréat d'une bourse de la Villa Médicis Hors-les-Murs et écrit alors Juste la fin du monde lors d'un séjour à Berlin. Les pièces de Lagarce sont généralement bien accueillies par les spectateurs, mais cette fois-ci, chose rare, elle est refusée par les comités de lecture auxquels il la soumet. Il décide, suite à cet échec, de se consacrer à la mise en scène et connaîtra de grands succès, en particulier avec la mise en scène de La Cantatrice chauve de Eugène Ionesco en 1991 et du Malade imaginaire de Molière en 1993. Durant les 5 dernières années de sa vie, il crée 9 mises en scène, écrit 5 textes théâtraux et 3 récits. Il va également, en parallèle de cela, rédiger son journal. Il évoque publiquement sa maladie. En 1994-1995, il termine ses 2 dernières pièces. J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne et le pays lointain. Des œuvres qui prolongent par leur thème juste la fin du monde, puisqu'ils abordent effectivement le sujet du retour du fils, retour prodige du fils, etc. Et Jean-Luc Lagarce meurt en 1995. Jean-Luc Lagarce est un auteur qui connaît une grande postériorité. Effectivement, après son décès en 1999, Juste la fin du monde, qui n'a jamais été joué du vivant de l'auteur, est créé par Joël Jouanneau. En 2007, François Béreur, qui est ami de Lagarce, propose sa version de la pièce, qui va se voir nominée au Molière en 2008. L'année suivante, Juste la fin du monde entre au répertoire de la Comédie Française dans la mise en scène de Michel Raskin, qui est primé par un Molière public. L'adaptation au cinéma de Xavier Dolan remporte le Grand Prix au Festival de Cannes en 2016. Au niveau des influences de Jean-Luc Lagarce, donc il s'inscrit dans aucun courant littéraire défini, mais on peut mettre en évidence bien sûr des influences. Tout d'abord le théâtre de l'absurde, dans l'usage qu'il va faire du langage, mais aussi dans les influences qu'on peut déceler dans son écriture. Il se réfère également au nouveau roman, qu'on retrouve aussi dans son approche qu'il a du langage, des personnages. Et enfin, il puise son inspiration dans des sources plus anciennes, expliquant qu'on parle parfois de lui comme un classique du XXe siècle. Passons à présent à la présentation de la pièce. Avant d'exposer l'intrigue, on va présenter les personnages. On débute par Suzanne, la sœur de Louis. Elle est prête à tout pour que son frère reste, mais elle échoue et la déclaration d'amour se transforme en scène de reproche. Suzanne a très peu connu la vie avec ses 2 frères réunis. Même si elle met de la bonne volonté à rattraper ce retard, elle n'y parviendra pas. Deuxième personnage, le personnage de la mère. Elle est le seul personnage à ne pas avoir de prénom. Alors, la question peut se poser, est-ce que finalement par cette appellation très vague, elle ne désigne pas toutes les mères et se voit être l'incarnation de la figure maternelle? Elle modère les conversations quand le ton monte, c'est vrai qu'elle est celle qui veut véritablement éviter les conflits. Elle défend Antoine et elle parle trop, quitte à être très maladroite. Cette tendance l'empêche parfois d'écouter. Son fils essaie de lui dire qu'il va mourir et elle ne comprend pas. Personnage central, celui de Louis. Il a un caractère ambivalent. Dès le prologue, par la présentation qu'il fait de lui-même, le spectateur se place de son côté. Il comprend que ce personnage va mourir, il a de l'empathie pour lui. Il comprend également que devant cette difficulté d'annoncer sa mort, il y a aussi la difficulté de retourner dans sa famille. Donc le spectateur immédiatement est poussé
à se placer du côté de Louis. Pourtant, au fil de la pièce, au fil des interventions successives des personnages, on va avoir un portrait de Louis qui n'est pas exactement celui qu'on avait dans le prologue. Sa mère le souligne, il est distant, il ne répond que par des phrases elliptiques. Il est même capable de méchanceté. Et on peut estimer qu'il peut y avoir envie de faire du mal avant de disparaître car il a des comptes à régler, mais il n'y arrive pas. Et bien évidemment, dans l'intervention d'Antoine avant l'épilogue, on voit se dessiner un portrait de Louis, plus nuancé que ce que l'on avait au début de la pièce. Le personnage de Catherine, donc elle est la seule à ne pas être véritablement de la famille, puisqu'elle est la femme d'Antoine. Elle est le témoin des retrouvailles. Elle occupe la parole dans la scène 2, en faisant la conversation à Louis. Donc elle parle de ses enfants, etc. Elle parle un petit peu pour rien dire, mais en tout cas, elle occupe le silence dans cette scène. Mais elle refuse d'être le porte-parole de son mari, Antoine. Lorsque Louis veut évoquer Antoine avec elle, elle ne souhaite pas parler à la place de son époux. Dernier personnage, c'est Antoine. Dans les premières répliques, dans les premières scènes, il est brutal. On a tendance à condamner ce personnage. Cependant, il est plus complexe que cela. Il faut porter un regard moins fermé, moins étriqué sur lui. Il manie le langage avec maladresse, même si dans la scène qui précède l'épilogue, il parvient, d'après moi, à formuler avec assez de justesse ce qu'il ressent. Il a des inquiétudes, il a des remords, il a des non-dits et qu'il va parvenir en partie à formuler dans cette fameuse scène que j'évoquais avant l'épilogue, même si après avoir formulé ses reproches, il se sent coupable. Il y a un écueil à éviter, c'est de présenter Juste la fin du monde comme une pièce autobiographique et calquer cela sans apporter de nuances. Donc il y a des échos autobiographiques, mais ce n'est pas une pièce purement autobiographique. Déjà, pourquoi on peut identifier des échos entre la vie personnelle de Lagarce et la vie de Louis? C'est que dans le journal que Jean-Luc Lagarce a tenu à partir de ses 20 ans, certains épisodes de la pièce peuvent se retrouver. Par exemple, le 14 juillet 1983, il parle d'une longue marche la nuit d'Anduze à Saint-Jean-du-Gard, mais aussi d'un long moment sur la voie ferrée à travers un long tunnel. Il parle des étoiles, il parle d'un pont de la nuit. Des passages qui font penser à l'épilogue de Juste la fin du monde, où cette marche est également présente. Comme le héros de Juste la fin du monde, deuxième point commun, Jean-Luc Lagarce, c'est ce qu'on appelle un transfuge de classe. C'est-à-dire que c'est un individu qui a changé au cours de sa vie de milieu social. On le voit bien avec Louis, il a quitté sa famille, il est devenu écrivain, il a une certaine notoriété et il a changé de milieu social. On imagine son milieu social assez populaire et il est devenu un écrivain, un intellectuel reconnu. De plus, les deux individus sont écrivains et sont aussi condamnés par la maladie. Comme Louis, Lagarce a un frère, une sœur qui habite loin de Paris et qu'il voit rarement. Pourtant, il y a des différences, c'est pour ça qu'il ne faut pas affirmer tel quel que la pièce est autobiographique. Premièrement, les prénoms qui ne sont pas les mêmes. Le père de Louis qui est mort, ce qui n'est pas le cas du père de Jean-Luc Lagarce. Initialement, dans l'idée qu'on va l'aborder plus tard, que se fait Jean-Luc Lagarce de la pièce, qui souhaitait nommer les adieux. Donc, à l'origine, Louis devait venir accompagné d'un homme, alors que dans Juste la fin du monde, il se rend seul dans sa famille, finalement, et cet homme qui devait l'accompagner n'est pas là. Il choisit aussi de ne pas parler de la maladie, et n'expose pas clairement les raisons de sa mort prochaine et irrémédiable. C'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi Louis va mourir. On sait que cette mort est imminente, mais on ne sait pas plus sur les raisons de cette mort prochaine. D'ailleurs, Lagarce ne souhaite pas évoquer le sida, qui d'après lui n'est pas un sujet. Il ne souhaite pas l'évoquer dans la sphère théâtrale. Et dernière différence, le dramaturge, dont Jean-Luc Lagarce, n'a pas rompu avec sa famille. Même s'il évoque dans son journal certaines tensions, il n'est pas en conflit avec sa famille.
Ce qu'on ne peut pas nier en revanche, c'est que c'est bel et bien une pièce sur l'incommunicabilité, donc sur la difficulté de parler, de dialoguer et de dire ce que l'on ressent. Le prologue s'ouvre sur ces mots: plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour, que prononce Louis. Et le spectateur est mis dans la confidence, contrairement au personnage, de la mort prochaine de Louis. Ce prologue annonce ce qu'on appelle depuis l'Antiquité la fatalité tragique. C'est le fait que les personnages sont confrontés à un destin qu'on appelle aussi le fatum, qu'ils ne peuvent, le ou les personnages ne peuvent contrer. Et cette fatalité, elle est accentuée par le fait que ce prologue est constitué d'une seule et longue phrase qui va obliger l'acteur à aller jusqu'au bout de son souffle. Et le travail du souffle est très important chez Jean-Luc Lagarce et anticipe, si on veut trouver une signification, le dernier souffle du personnage. C'est-à-dire que cette phrase unique, peut annoncer la dernière phrase qu'il va prononcer à la veille de sa mort. Louis annonce la raison de sa venue, dire à sa famille qu'il n'a pas vu depuis des années qu'il va mourir. Donc la parole se présente comme le moyen de se réconcilier. Donc grâce à la parole, on va formuler l'aveu et grâce à la parole, on va pouvoir renouer avec les êtres qu'on a quittés. Mais Louis repart sans ne rien avoir avoué, voilà ce qu'il dit dans l'épilogue. Vers la fin de la journée, sans avoir rien dit de ce qui me tenait à cœur, c'est juste une idée, mais elle n'est pas jouable, sans jamais avoir osé faire tout ce mal, je repris la route. Parce que elle n'a pas été exprimée, la crise personnelle ne semble pas avoir trouvé d'issue. Donc la parole semble connaître un échec intense. Mais ce n'est qu'un échec supposé, puisque bien évidemment, il y a différents niveaux de lecture qui peuvent se dégager de la pièce. Et on pourrait considérer que la pièce, c'est la tragédie de la parole, c'est la tragédie de l'incommunicabilité. Intéressons-nous à présent à la construction de la pièce. Donc il y a plusieurs points à mettre en évidence. Tout d'abord, la pièce est encadrée par un prologue et un épilogue qui évoquent la tragédie grecque et qui est à mettre en lien avec les influences qu'on a vues au début dans la présentation de Jean-Luc Lagarce, puisqu'on a dit qu'il était présenté comme un auteur classique du XXe et dans la structure qu'il a choisie de Juste la fin du monde, on peut voir cette influence plutôt antique, ancienne. Deuxièmement, l'action se divise en deux parties qui sont séparées par un intermède et elles représentent chacune un moment de la journée. Le spectateur peut observer deux types de scènes. Tout d'abord, le prologue, l'épilogue, les scènes 5 et 10 de la première partie et la scène 1 de la deuxième partie où Louis est seul en scène. C'est le seul personnage qui raconte. La temporalité est très particulière, c'est une sorte de hors-temps, on ne sait pas trop quand est-ce que ça se déroule. Et les pensées de Louis se situent entre le moment où il a appris sa mort et le moment où il a décidé de revoir ses proches. Ces scènes, elles se détachent de ce qu'on a l'habitude de voir dans le théâtre traditionnel, qui met en scène des personnages sur scène, qui échangent, qui essaient de résoudre un conflit. Mais ces scènes, elles jouent un rôle particulier, c'est qu'elles sont des confidences au public, afin qu'ils comprennent le comportement de Louis qui est d'après lui incompris par sa famille, mais surtout le parcours, celui de la crise personnelle. Donc pour comprendre la crise personnelle de Louis, on a besoin en tant que spectateur de le voir souvent seul sur scène, raconter sans être sous le regard des autres personnages. Mais néanmoins, on a aussi des scènes où les membres de la famille dialoguent, puisque c'est quand même le but du théâtre. Et autre point qu'on peut noter sur la pièce, c'est que l'action véritable ne commence qu'à la scène 1 de la première partie, puisqu'on peut estimer que le prologue n'est pas vraiment le début de l'action. On entre dans le temps du théâtre où l'action s'inscrit dans le présent. Louis arrive dans la maison familiale, il retrouve les membres de sa famille et il va être confronté tour à chacun d'eux. Le spectateur garde à l'esprit néanmoins les confidences entendues dans le prologue et dans toutes les scènes où Louis se trouve seul avec lui finalement. Et il entend les reproches formulés par les membres de sa famille qui, eux, ignorent tout de la maladie de Louis. Ce qu'on peut donc estimer, c'est que la construction de la pièce, d'après moi, je vais bien évidemment insister, présente le spectateur comme véritablement un être privilégié
à qui rien n'est caché, contrairement aux autres personnages de la pièce. Pour terminer cette présentation de la pièce, on va lire ensemble un extrait du journal de Jean-Luc Lagarde, qui est souvent proposé pour présenter l'œuvre. C'est l'instant durant lequel germe dans son esprit l'idée de Juste la fin du monde. Il écrit en 1988 « Je vais m'atteler très vite à une pièce courte qui me trottait dans la tête depuis quelque temps. Cela s'appelle Les Adieux, 5 personnages, la mère, le père, la sœur, le fils et l'ami du fils. Le fils vient, revient. Il va mourir, il est encore jeune, il n'a jamais vraiment parlé, il vient écouter. Il est avec un homme, il passe une journée là à ne pas faire grand-chose, ils écoutent. La mère parle tout le temps, éviter le silence, faire comme si de rien n'était. On ne le dit pas, mais on sait que l'on ne se reverra jamais. » Ce que je juge intéressant avec les raisons du silence de Louis, c'est qu'il n'y a pas une seule raison et que la pièce ouvre des possibilités d'interprétation diverses et qui sont, d'après moi, qui justifient l'intérêt et la richesse de la pièce. Donc, la première, l'interprétation qu'on pourrait estimer être littérale, c'est d'estimer que le silence est un signe d'un manque de courage. Donc Louis vient annoncer quelque chose, il n'ose pas affronter sa famille et il repart parce que il a eu peur de dire les raisons de sa présence. Néanmoins, il y a d'autres analyses qu'il faut bien évidemment prendre en compte et explorer. Déjà, tout d'abord, de nombreuses scènes montrent des personnages qui parlent pour ne rien dire. Alors ça, il y en a beaucoup. Ce qui ne permet pas vraiment à Louis d'annoncer ce pourquoi il est venu, puisque la parole va être monopolisée par les personnages de sa famille. On peut citer le tête-à-tête avec Suzanne, où elle va formuler des reproches sur l'absence de son frère. Le tête-à-tête avec Catherine, qui elle aussi parle un peu pour ne rien dire. Tête-à-tête avec la mère et avec Antoine. Louis est ainsi contraint d'écouter. Comme l'explique le personnage de la mère, ils veulent te parler, lui dit-elle. Louis, silencieux mais attentif, met de côté sa crise personnelle pour entendre la douleur des autres. Donc il met de côté la crise personnelle pour favoriser la crise familiale. Le silence de Louis, souvent pris comme une marque de mépris, donc il ne le dit pas parce qu'il estime que sa famille finalement ne mérite pas son aveu, en fait peut être lu comme un effacement volontaire. Il voit que sa famille souffre, il voit que sa famille a besoin de parler, et donc il fait le deuil de son aveu par amour pour sa famille. Autre possibilité, c'est de considérer que finalement, Louis, il n'est pas parti sans rien dire, parce qu'il y a bel et bien quelqu'un à qui il a fait l'aveu, quelqu'un qui l'a écouté, et c'est le spectateur, bien évidemment. Dans le prologue, il a avoué au spectateur sa mort prochaine, et finalement, ce que sa famille n'a pas entendu, n'a pas compris, le public, lui, a été présent pour accueillir cette confidence. À présent, on va s'intéresser au personnage d'Antoine. Alors bien sûr, il y a beaucoup à dire sur les personnages de Suzanne, de la mère, de Catherine. Moi, j'ai décidé de me focaliser sur Louis et Antoine. Mais bien évidemment, il y a des analyses, des interprétations à proposer des autres personnages de la pièce. Moi, je juge que le personnage d'Antoine, c'est vraiment un personnage qui est très intéressant dans la mesure où on a un regard assez négatif sur lui au début de la pièce, qui va se nuancer petit à petit. 2 grandes scènes confrontent les 2 frères, la scène 11, partie 1, et la scène 3, partie 2. Alors qu'Antoine apparaissait comme un être brutal au cours de la pièce, c'est d'ailleurs cette image-là du frère brutal et agressif que Xavier Dolan conserve dans lui, la mise en scène qu'il propose dans son film. En tout cas, dans la pièce, c'est une autre analyse qu'il faut avoir de ce personnage. La pièce s'ouvre sur Louis, donc on l'a dit, qui invite le spectateur à être de son côté. Il est mal aimé par une famille qui ne le comprend pas et en plus, elle va pas lui donner l'occasion de dire qu'il va mourir. Voilà, si on fait quelque chose d'un petit peu rapide et un petit peu cliché, c'est l'idée. Pourtant, Antoine dresse un portrait de Louis que le prologue ne laissait pas imaginer, en suggérant que Louis n'est pas mal aimé et incompris, mais celui qui se donne le beau rôle, celui qui se complaît dans la position de celui qui souffre, alors que finalement, c'est tout autrement. Il affirme même « tout ton malheur ne fut jamais qu'un malheur soi-disant ». Donc autrement dit, la manipulation, le mensonge
d'après lui, qui sont les caractéristiques de Louis. Ainsi, Antoine avance un portrait de Louis différent des autres personnages et se présente, on pourrait considérer cela comme un héros concurrent. Finalement, celui qu'on estime être le héros depuis le début de l'histoire, Louis, n'est peut-être en fait qu'un personnage secondaire et le véritable héros est, on peut l'imaginer, Antoine. Néanmoins, la colère d'Antoine, qui au début est grandissante, à un moment il dit « tu me touches, je te tue », voilà, on est sur l'apogée de la colère, finit par perdre en intensité et il va se sentir coupable dans la scène qui précède l'épilogue. Et lorsque tu nous quitteras encore, que tu me laisseras, je serai moins encore, juste là, à me reprocher les phrases que j'ai dites, déplore-t-il. Dans la scène qui précède l'épilogue, toujours elle, c'est vraiment une scène centrale, on peut considérer que les deux frères se sont compris d'une certaine manière. Antoine a formulé ce qu'il pensait, ce qui le faisait souffrir. Louis a écouté et a tué l'aveu qui était le sien de sa maladie, presque pour demander pardon, on pourrait estimer cela. Il y a beaucoup à dire sur le langage théâtral dans Juste la fin du monde, mais si on devait garder deux idées, ce seraient les suivantes. Tout d'abord, c'est la dimension poétique de la pièce. Les répliques sont présentées sous forme de vers libre. Donc, il y a véritablement le souhait de montrer la dimension poétique de la parole, la dimension poétique du théâtre. Et cette mise en page, elle met en évidence l'émotion des personnages, leur hésitation, le travail du souffle et la recherche de l'expression juste. Donc la forme choisie, en plus d'être très poétique, elle participe à la crise du langage, à la réflexion sur le langage que mène Jean-Luc Lagarce. Le dialogue progresse lentement, privilégiant les tirades, elle-même ralentie par les reprises, les hésitations des personnages. Dans le prologue, Louis se corrige à plusieurs reprises. Il ne veut pas annoncer, mais dire, seulement dire. D'ailleurs, il met beaucoup de temps à expliquer pourquoi il est là. Et Suzanne affirme que il vaut mieux ne rien dire que mal dire. Je ne sais pas comment l'expliquer, comment le dire, alors je ne le dis pas, affirme-t-elle dans la pièce. L'épanorthose, alors ça c'est vraiment la figure clé de la pièce, consiste à revenir sur ce que l'on vient de dire pour le reformuler. Tout est dans la nuance et tout est dans la quête perpétuelle du mot juste. Ici s'achève la présentation rapide de Juste la fin du monde. J'insiste bien, il y a d'autres choses à analyser, à étudier, à fouiller dans la pièce, mais en tout cas, je me suis consacrée à ce qui me semblait essentiel et j'espère que cette vidéo aura été utile.